Bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir répondu à l'invitation d'Energaia pour cette table ronde dont le thème est agrivoltaïsme. Quel modèle acceptable? On en parle avec nos intervenantes et intervenants. Je vous les présente. Nous rejoint Olivier Daugé, coprésident de France Agrivoltaïsme, association qui rassemble les acteurs de la filière agrovoltaïque, des professionnels de l'énergie comme des agriculteurs. Il est administrateur de la FNSEA. Le temps que Olivier chausse son casque et il nous rejoint, Olivier Daugé. Il va nous dire quel est le modèle d'agrivoltaïsme acceptable pour France Agrivoltaïsme. Notre prochaine invité porte déjà des projets. On accueille la directrice générale de Son Agri. Nous rejoint Cécile Magherini. Merci d'être avec nous, Cécile. Vous allez nous livrer vos retours d'expérience, notamment sur des résultats agronomiques prometteurs. Vous nous direz comment vous mariez les technologies photovoltaïques et agriculture. Et pour apporter une perspective scientifique essentielle à ce débat, on accueille Christian Duprin. Merci d'être avec nous. Chercheur à l'INRAE, l'Institut de recherche publique qui œuvre pour un développement cohérent et durable de l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Et enfin, pour nous préciser le potentiel que représente l'agrivoltaïsme, on accueille Michel Joria, délégué général de France Renouvelable. Merci d'être avec nous, Michel Joria. Cette table ronde est divisée en trois parties. On va d'abord parler des enjeux et des opportunités de l'agrivoltaïsme pour l'agriculture et l'énergie solaire. On échangera ensuite sur les critères pour un modèle agrivoltaïque durable et acceptable. Et enfin, on parlera du sujet qui monte quand il s'agit d'aborder la question de l'acceptabilité des projets d'agrivoltaïsme. On se posera la question du partage de la valeur. Pourquoi? Pour qui? On demandera à nos invités de bien vouloir réagir. Et bien sûr, vous serez conviés à remonter vos remarques, vos réactions, à poser vos questions. Merci d'être nombreux pour ce sujet. Rien que votre présence montre que ce sujet est plus que jamais un sujet de grande actualité et que des questions se posent. On va essayer autant que possible de lever les problèmes avec nos intervenants. Michel Joria, on commence avec vous, si vous le voulez bien, avec une question toute simple. On a envie de connaître avec vous le potentiel que représente l'agrivoltaïsme pour atteindre les objectifs de la PPE3, la programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc, on vous entend bien. Bonjour à tous. Donc effectivement, très bonne question puisqu'on est dans le moment d'élaboration de la PPE3. Alors vous allez me dire, c'est un élément, un temps d'élaboration qui dure depuis longtemps, puisque on a démarré les travaux en 2022, il y a eu plusieurs temps de concertation en 2023, et on a eu plusieurs temps de concertation en 2023, et à la faveur de l'arrivée du nouveau gouvernement, qui est resté 3 mois, on a lancé l'exercice de consultation de la PPE3. Donc aujourd'hui, en matière de photovoltaïque, on est dans cette PPE avec des objectifs qui sont de 75 à 100 gigawatts à l'horizon 2035, par rapport à un peu plus de 20 gigawatts aujourd'hui. Donc, sont des multiplications par quasi 5 en 10 ans. Donc ça, c'est une trajectoire qui est importante. Et quand on regarde les travaux du secrétaire général à la planification écologique, on est sur une trajectoire de plus de 140 gigawatts à l'horizon 2050. Okay. La ventilation qui est proposée par le secrétaire général à la transition, à la planification écologique, elle est de ces 140 gigawatts. Ils sont ventilés entre 45 gigawatts sur les délaissés, les sols pollués, 45 gigawatts sur les terres agricoles, 12 gigawatts en autoconsommation et le reste en toiture. Okay. Donc sur les 140 gigawatts à l'horizon 2050, le secrétaire général à la planification écologique nous dit qu'il y a à minima 45 gigawatts qui vont se faire sur les sols et notamment les sols agricoles, dont au regard de ce qui s'est passé en mars 2023 avec la loi d'accélération des énergies renouvelables, dont majoritairement sous forme d'agri-PV. Donc ça permet de cibler un petit peu, on va dire, le potentiel. Alors ce potentiel, il est, j'allais presque dire, à ce stade un peu administratif, un peu théorique. Puisqu'il faut désormais traduire ça
d'abord dans la PPE à très court terme, donc la PPE de 2028 et 2035, là, qui est en cours d'élaboration. Et on voit que le document qui a été mis en concertation au Conseil supérieur de l'énergie, donc qui sera discuté, le décret, qui sera discuté jeudi prochain, du coup dans un peu plus d'une semaine, là, le 19 décembre, on voit que la part du photovoltaïque au sol dont l'agri-PV est aujourd'hui relativement faible. Donc il y a tout un travail qui est en cours par notamment différents producteurs, différentes organisations professionnelles pour remonter cette part et arriver avec un objectif à minima de 50-50. Donc en se disant, à l'horizon 2035, il faut qu'on ait à minima 50% des installations qui soient au sol avec une majorité d'agri-PV et 50% des installations qui sont en toiture. Okay, donc ça, c'est j'allais presque dire, la cible de lobbying collectif que l'on a à l'issue de la préparation de la PPE. Merci. Olivier Daugé, je rappelle que vous êtes vous-même agriculteur, coprésident de France Agrivoltaïsme. Quelles sont les attentes pour l'agrivoltaïsme? En tout cas, comment vous voyez, vous, l'agrivoltaïsme? Quelle est votre vision? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Les attentes, elles sont là, mais je vais revenir à l'origine de l'agrivoltaïsme et à l'origine des ENR en agriculture. C'est les accords de Paris, la sortie du fossile, qui fait que l'agriculture est mise en avant, parce que c'est l'agriculture qui a la surface, c'est l'agriculture qui a le territoire, c'est l'agriculture qui a la biomasse. Et forcément, on attend de l'agriculture. On attend de l'agriculture, elle l'a fait dans toute son histoire avant le pétrole, de toute façon, d'être productrice. Maintenant, l'enjeu qu'on a, et c'est là l'importance d'avoir réussi à inscrire dans la loi l'agrivoltaïsme, l'enjeu qu'on a, c'est de le faire en conservant la production alimentaire qui doit rester prioritaire. Et ça, c'est un élément essentiel pour bien comprendre le pourquoi de l'agrivoltaïsme par rapport aux autres possibilités de faire. Et dans ce qui a été dit, c'est pour ça que pour nous, c'est très important de privilégier les zones artificialisées et les toitures. Et ensuite, on aura besoin de terre, donc de faire sur ces terres de l'agrivoltaïsme, c'est une évidence. Ça veut dire aussi, on parlera tout à l'heure du partage de valeur, que ça doit être une opportunité pour la société de produire de l'énergie sur les terres, pas au détriment de l'alimentaire, mais aussi une opportunité pour les agriculteurs de développer des nouvelles valeurs ajoutées, des nouvelles productions sur leurs exploitations qui allient la production alimentaire à la production énergétique, de rendre quelque part la ferme de l'agriculteur plus durable et plus rentable, avec l'idée derrière aussi qu'on a d'une certaine autoconsommation potentielle, parce que l'agriculture est très dépendante de l'énergie et que ça pourrait être aussi un moyen de faire cette transition énergétique au sein de l'exploitation agricole par le développement des ENR sur les exploitations agricoles. Donc tout est très lié pour nous. On ne rajoute pas quelque chose qui pourrait venir en concurrence avec ce qui existait avant, on rajoute quelque chose qui doit intégrer, je dirais, le système agricole tel qu'il existe ou l'exploitation agricole telle qu'elle existe aujourd'hui. Et aujourd'hui, la synergie entre production agricole et production solaire, ça suscite encore du scepticisme. Il n'y a qu'à voir dans certaines chambres d'agriculture les débats. D'ailleurs, Oui. toutes les chambres départementales ne sont pas du même avis. Est-ce qu'il existe des craintes concernant une baisse de rendement agricole? On est sur une filière qui est complètement nouvelle. Qui n'était pas dans la loi APER, la loi d'accélération énergétique. Au début, quand la première version de la loi, il n'y avait pas l'agrivoltaïsme. On ne parlait que de photovoltaïque, en particulier de photovoltaïque au sol. C'est notamment la profession agricole qui a beaucoup insisté pour dire si on touche aux terres agricoles, ça ne doit pas être le même principe que si ce n'est pas des terres agricoles. Donc on est vraiment sur une filière nouvelle. Donc il y a besoin de recul, il y a besoin d'innovation, il y a besoin de recherche, mais toujours avec cette optique. Donc évidemment qu'on peut se dire qu'il y a un risque parce qu'on réintègre une production sur une exploitation en plus des productions, donc est-ce que ça ne va pas se cannibaliser? L'objectif, c'est justement que ça ne se cannibalise pas, que ça apporte. C'est pour ça qu'on parle beaucoup des externalités positives quand on parle des ENR et en particulier de l'agrivoltaïsme. L'ombre, la protection contre le gel, l'eau, la chaleur, le bien-être animal. Tous ces éléments-là sont justement des éléments qui apportent un plus à la production alimentaire par rapport à la production énergétique. Et puis ensuite, qu'il y ait des approches différentes, oui, c'est normal. L'agriculture est particulièrement diversifiée sur le territoire français. C'est-à-dire que les contraintes naturelles de sol, de filière ne sont pas du tout les mêmes d'une région à l'autre. Donc c'est normal que le monde agricole n'ait pas forcément la même approche. Elle est en lien, je dirais, avec leur situation économique et la situation des filières, avec les besoins dans cette région-ci. Par rapport aux canicules, on voit bien les résultats positifs sur arboriculture et vigne. Vous allez dans ma région des Hauts-de-France, on n'est pas encore aux canicules. Peut-être qu'on y arrivera plus dans les années qui viennent, mais on n'a pas tout à fait les mêmes contraintes. Nous, c'est plutôt protéger contre
les excès d'eau ou la grêle ou les tempêtes plutôt que contre la canicule. Cécile Maguirini, je rappelle, vous êtes directrice générale de Sonagri. On a beaucoup parlé d'agrivoltaïsme cette année, pas seulement parce qu'on a eu enfin un décret qui permet d'avoir des règles, de définir des règles. On en a aussi beaucoup parlé parce qu'on a vu arriver des projets qui rencontraient des problèmes d'acceptabilité. Est-ce que vous, chez Sonagri, vous avez rencontré ce type de problème ? On a des projets sur lesquels il y a pas mal de questionnements, effectivement, sur le terrain. On est le pionnier de l'agrivoltaïsme, il y a 30 projets. Les premiers projets ont suscité beaucoup d'enthousiasme, c'est de l'innovation, c'est une belle réponse pour l'adaptation au changement climatique. Et aujourd'hui, je trouve qu'on est questionné, c'est vraiment une question de confiance, sur c'est quoi la différence entre le photovoltaïque et l'agrivoltaïsme. Il y a une vraie défiance sur le terrain de se dire finalement c'est quoi la différence entre des centrales au sol avec des moutons et ce que vous nous proposez. Donc il y a ce sujet-là qui est très présent. Ensuite, il y a le sujet qu'on va traiter plus tard, qui est le sujet du partage de la valeur. Qui gagne de l'argent ? À qui profite le système, et sur des territoires, par exemple comme les Pyrénées-Orientales, où la situation est particulièrement critique pour le monde agricole. Est-ce que finalement la redistribution sur le territoire, elle est à hauteur des profits que se font les énergéticiens ? Je le reformule de façon abrupte comme ça, mais c'est les débats qu'on a sur le terrain. Et le dernier point, finalement avec les chiffres qu'on a entendus, les volumes que ça pourrait représenter en France et les départements qui pourraient être concernés par des problématiques de canicule. Quelle planification, quelle concentration, quel impact sur les paysages, parce que l'agriculture française, c'est aussi un sujet de terroir et de paysage. C'est aujourd'hui au cœur du débat dans les territoires, et on en est même... Voilà. Si l'agrivoltaïsme est défini dans la loi, aujourd'hui, la question, c'est sa déclinaison dans les territoires, et je trouve que c'est très orienté autour de ces 3 questions. Et dans le contexte que vous venez de décrire, quelle est votre approche, votre modèle ? Et d'ailleurs, est-ce que votre modèle, il a évolué ? Notre modèle, il a évolué. Alors, je dirais que notre approche, déjà, elle est définie par notre mission. C'est de trouver des solutions d'adaptation au changement climatique. Donc, le point d'entrée de ce qu'on fait chez Sonagri, c'est d'apporter des solutions d'adaptation au changement climatique dans l'agriculture. Et après, je dirais que notre approche, c'est la preuve. Donc, c'est les résultats. Donc, chez Sonagri, il y a à peu près la moitié de l'équipe qui est en R&D ou dans les services agronomiques. Donc sur les 30 sites qui tournent, quels sont les résultats ? Qu'est-ce qu'on en retient de ces résultats ? Donc je pense que j'aurai l'occasion d'en parler. C'est très important, ces éléments de preuve, dans le contexte de défiance que j'expliquais tout à l'heure. Ensuite, c'est le sens. C'est quoi le sens de ces projets ? Je crois que c'est vraiment ça qui peut répondre à la question de c'est quoi la différence avec un projet photovoltaïque. Donc nous, le sens, il va être vraiment défini par la mission, le choix de la culture, quels objectifs on va se fixer sur le projet. Notre approche, c'est le terrain aussi. Donc c'est d'être sur place. Et aujourd'hui, on a une communauté de sun-agriculteurs, comme on les appelle, donc qui travaillent avec nous. Donc c'est d'être vraiment très pragmatique aujourd'hui. Et puis le dernier point d'approche de Sonagri, c'est le partenariat, c'est-à-dire ces résultats, cette technologie, on la partage. Et donc je pense qu'il y a dans le public des gens qui pourraient travailler avec nous. Donc on a une logique de partenariat, on travaille avec plusieurs énergéticiens, et cette technologie, elle est faite pour être partagée pour un bénéfice pour l'agriculture, pour qu'on développe ensemble ce modèle commun. Christian Duprat, c'était important d'avoir un scientifique autour de cette table, parce que quand il y a des questionnements, c'est important de se tourner vers la science. Et il y a beaucoup de questionnements autour de la question du rendement. Est-ce que ces inquiétudes sur le rendement sont légitimes ? Oui, elles sont légitimes, parce que la production agricole, c'est d'abord et avant tout la transformation de l'énergie solaire en biomasse. Et dans l'agrivoltaïsme, il y a un panneau solaire qui domine la culture. C'est lui qui se sert le premier en lumière, et c'est ce qui reste après qui va à la culture. Donc évidemment, on est tenté de rêver à une agronomie des cultures à l'ombre qui donnerait des résultats extraordinaires, c'est-à-dire des plantes qui finalement poussent sans soleil. Non, ce n'est pas le cas. Les lois de la photosynthèse sont inéluctables, et donc quand on fait de l'ombre aux plantes, on modifie leur fonctionnement.
On a déjà cette expérience. Ça fait longtemps qu'on travaille à l'INRAE sur l'agronomie des cultures à l'ombre pour différents systèmes, pour l'agroforesterie, pour différentes options. Donc on ne part pas de zéro. Mais l'ombre des panneaux photovoltaïques est différente de l'ombre que subissent les cultures dans les champs. Dans les champs, il y a l'ombre des arbres qui est très variable, les arbres bougent, etc. L'ombre des nuages qui est fluctuante, etc. L'ombre des panneaux, c'est différent. C'est vous êtes au soleil ou vous êtes à l'ombre. Et là, pour les plantes, c'est compliqué. C'est compliqué de passer du plein soleil à la pleine ombre, mais c'est surtout compliqué de passer de la pleine ombre au plein soleil. Le résultat, c'est qu'on voit dans les expériences que les rendements diminuent. Pas toujours. Et on a parfois des rendements extraordinaires, des rendements meilleurs sous les panneaux qu'au soleil. Mais ça reste rare. Et en fait, quand on pense aux réglementations, comme la réglementation qui a été mise en place en France, où on exige de produire 90% du rendement de référence sous les panneaux photovoltaïques, c'est extrêmement exigeant pour l'agriculteur. On lui demande de faire quelque chose de très difficile. Voilà, donc on progresse, on a des références de plus en plus. Chaque année, on a beaucoup plus de références. On avait fait une synthèse l'an dernier avec 50 publications scientifiques. On va en produire une nouvelle avec plus de 100 publications scientifiques. Donc en un an, on a doublé les références, donc ça progresse. Mais il est clair qu'on ne peut pas avoir des installations photovoltaïques classiques, comme les installations au sol, au-dessus des cultures, sauf dans des cas exceptionnels de plantes qui vraiment ont besoin de se protéger du soleil. Voilà. Et dernier point qu'il faut imaginer, c'est que même si vous avez un très bon résultat avec une culture sous des panneaux, il n'est pas dit que l'agriculteur va vouloir faire cette culture toute sa vie, tous les ans, pendant 30 ans. Et donc, il faut dimensionner le système de manière à être compatible avec la rotation des cultures potentielles. Même en vigne, on peut passer à autre chose. Il faut donc prévoir un système qui soit adaptable. Quand vous dites des panneaux qui ne sont pas classiques, vous pensez à des panneaux qui peuvent bouger au gré des rayons captés? Oui, alors on a beaucoup d'options aujourd'hui et c'est ça qui est extraordinaire en agrivoltaïsme, c'est qu'il y a énormément de technologies qui apparaissent. On peut parler des panneaux semi-transparents où les cellules sont disséminées avec donc de la diffusion de lumière et donc on a beaucoup moins de transition ombre-lumière pour les cultures, ce qui leur permet de s'adapter. Ça, c'est très efficace. On peut parler évidemment des panneaux mobiles et des panneaux mobiles qui sont pilotés pour donner de la lumière aux cultures quand elles en ont vraiment besoin. Par exemple, pour les céréales, on sait que c'est dans le mois qui précède la floraison qu'il faut absolument que la plante ait beaucoup de lumière. Donc là, on doit faire un sacrifice sur le rendement électrique, mais c'est au bénéfice de la culture. L'enjeu, il est simple, c'est que si le rendement baisse trop, les marges agricoles en France, les marges nettes étant tellement faibles, que ça ne vaudra plus le coup pour l'agriculteur de cultiver. Donc on aurait quelque chose qui ne fonctionnerait pas et on aurait un abandon des cultures. C'est ça qu'il faut éviter. Quand vous parliez de rendements qui peuvent être très bons ou moins bons, en fait, c'est dans quel cas en fait? Alors, c'est tout le problème de l'agriculture, c'est que l'agriculture, chaque année, le climat est différent. Donc chaque année, vous êtes face à des contraintes différentes, des contraintes climatiques, des contraintes de maladies, des contraintes de mauvaises herbes, des contraintes de temps, etc. Et donc, en fait, en agrivoltaïsme, vous avez toujours une compétition pour la lumière entre les panneaux et les cultures, et vous avez parfois des effets très favorables sur les cultures pour les protéger du gel, pour les protéger de la grêle, pour les protéger de la chaleur, pour les protéger de la sécheresse. Ce n'est que quand ces événements se produisent que l'effet des panneaux devient positif. Et donc, l'approche qu'on doit avoir de l'agrivoltaïsme, en tout cas des rendements agricoles en agrivoltaïsme, elle est fréquentielle. Il faut savoir à quelle fréquence arrivent les événements négatifs pour les cultures qui sont contrebalancés par les panneaux. Voilà, c'est ce que nous faisons. Et dans le cadre du changement climatique, on voit bien que ces événements vont augmenter en fréquence. Donc l'agrivoltaïsme sera probablement de plus en plus pertinent au fur et à mesure que le climat change. Merci pour ce premier tour de table. On va voir maintenant s'il existe un modèle ou des modèles d'agrivoltaïsme que l'on pourrait qualifier de durable et donc d'acceptable. Olivier Degé, quels seraient pour vous, quels sont les critères d'un bon projet d'agrivoltaïsme? Ça a été un petit peu dit là. Le critère, c'est qu'il faut partir du projet agricole alimentaire et adapter, je dirais, le type de panneau, la technologie en fonction de ce que l'on veut produire. On ne produira pas la même chose, ça a été très bien dit. Il y a pas de, voilà, on ne produira pas la même chose avec des panneaux que
pas de panneaux parce que les plantes ou la façon de les cultiver ne sera pas la même. Et l'objectif de la loi, il est très clair, hein, c'est on doit garder une production alimentaire équivalente. Donc ça veut dire qu'il faut impérativement, et c'est là-dessus que seront jugés les projets agrivoltaïsme, voire dans les contrôles remis en cause certains projets parce qu'ils n'auront pas répondu. Donc je pense que ce lien est véritable. On reste sur un projet, et la loi le dit bien, sur un projet agricole. Ce n'est pas un projet énergétique, c'est un projet agricole. Je pense que c'est très important. Après, ça dépend des cultures, ça dépend des régions, ça dépend d'un certain nombre de choses. La solution ne sera pas la même ici à Montpellier qu'à Nantes, qu'à Strasbourg, ainsi de suite. C'est une évidence. Mais on doit partir de ce projet avec l'agriculteur. Et il faut impérativement, et ça a été dit, d'avoir cette idée aussi d'évolution. On parlait de l'assolement. On a des assolements, notamment en grande culture, qui doivent être de plus en plus longs pour des raisons d'azote, pour des raisons de sol, pour des raisons de transition agricole, pour plein de raisons. Donc il faut impérativement, dès le début, intégrer le fait qu'on ne va pas faire du blé tous les ans ou des légumes tous les ans. Voilà. Et que même les vignes, ça peut changer aussi, l'arboriculture. Là, on part sur des projets de 20, 25, voire 30 ans. Un agriculteur, il ne fait pas la même production ou les mêmes choses pendant 20 ou 30 ans. Il s'adapte aussi à des besoins de marché. Il s'adapte à des évolutions climatiques qui sont de plus en plus fortes, il s'adapte à tout ça. Donc il faut véritablement qu'on soit, que les énergéticiens, les développeurs aient vraiment cette idée qu'ils soient en appui du projet agricole et qui ne pourront pas modeler le projet agricole tel qu'ils le souhaitent. Sinon on va à l'échec, et ça a été dit, hein, sinon on va à l'échec, et c'est ce qu'on ne veut pas. Déjà en termes d'acceptabilité, ça a été dit, s'il y a quelques échecs, s'il y a des gens qui tirent trop sur la corde au départ, on va avoir des échecs. Et malheureusement, les échecs vont faire la mauvaise ambiance, je dirais, ou la mauvaise vision du projet. Et on aura des gens qui doutent déjà en disant mais pourquoi on met des panneaux sur les terres, et ainsi de suite. Et qui diront regardez, c'est n'importe quoi, ça ne marche pas, et ainsi de suite. On est sur une technologie nouvelle. Ça a été dit aussi sur les panneaux et tout ça. Souhaitons que les évolutions des panneaux permettent de garantir, d'améliorer les choses par rapport à la production alimentaire. Mais il faut marcher pas à pas et pas vouloir aller trop vite sur ce sujet. Pour éviter les échecs, est-ce qu'il faut se poser la question du dimensionnement d'un parc agrivoltaïque? Oui. J'utilise Oui. sur le mot parc pour vous demander quelle serait la puissance maximum pour vous, France Agrivoltaïsme. Ça dépend de la Agriculteur. production. Ouais. Vous n'aurez pas la même sous des vignes, sous une arboriculture que sous un élevage ovin ou bovin, voire de grande culture. Mais oui, on a les chambres, je crois, on mis comme 20 mégas comme projet maximum. Après, ça dépend du projet. 20 mégas en arboriculture, en viticulture ou en maraîchage, c'est très 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 gros. C'est beaucoup moins gros sur du pâturage ou ce genre de quoi. Voilà. Après, ça dépend de la région. L'objectif, encore une fois, c'est d'avoir des projets en adéquation avec l'exploitation agricole, mais surtout pas trop gros. Si on fait un projet trop gros sur une exploitation, là on risque de changer complètement l'objectif de l'exploitation agricole. C'est-à-dire que l'objectif, c'est vraiment de produire de l'énergie, on va s'adapter un peu en dessous pour s'assurer. Non, l'objectif, c'est que ce soit un plus sur une partie de l'exploitation, éventuellement sur une nouvelle production, mais véritablement un plus économique. Donc il faut rester à détail. Et puis il y a le côté partage, on va parler du partage de la valeur, mais aussi le permettre à un maximum d'agriculteurs, à un maximum de territoires de pouvoir bénéficier du développement de l'agrivoltaïsme. Michel Jorien, et de votre côté, du côté de France Renouvelable, quelles sont les caractéristiques d'un bon projet d'agrivoltaïsme durable et acceptable? Pour nous, un bon projet d'agrivoltaïsme, il a 3 caractéristiques. La première, c'est qu'il ne faut pas oublier que c'est avant tout un projet agricole, un projet énergétique et un projet d'infrastructure. C'est une infrastructure qui arrive sur un territoire. Alors, elle a été travaillée avec l'agriculteur, l'énergéticien, mais c'est avant tout, pour l'ensemble des acteurs du territoire, une infrastructure qui arrive. Donc, comme tout projet d'infrastructure, c'est un projet qui doit être profondément concerté, évidemment avec le monde agricole, mais aussi avec les élus locaux et les citoyens. Le retour d'expérience du développement des énergies renouvelables électriques en France, c'est que quand il n'y a pas de concertation, ça ne marche pas. Okay, ça, c'est très clair. Et la spécificité des projets agrivoltaïsme, c'est vrai qu'on a tendance à aller, et tout le décret est construit autour de ça, on a tendance à aller très vite dans une discussion monde agricole, énergéticien. Il ne faut pas oublier qu'autour, il y a d'autres acteurs, et notamment les élus locaux et les riverains. Ça, c'est un premier point qui me semble vraiment très important. Le deuxième point qui est important, et ça a été très bien dit, on est encore en phase d'apprentissage. Et on va continuer à être en phase d'apprentissage encore pas mal de temps, puisque les résultats des expérimentations, des travaux de recherche, etc., par définition, ce sont des choses qui se mesurent sur le temps
moyen et long pour pouvoir avoir des conclusions solides. Et donc ça veut dire que quand on conçoit un projet d'agrivoltaïsme, il faut que l'ensemble des compétences qui sont mobilisées sur ce projet, et notamment les compétences juridiques et les compétences financières, qui sont essentielles à l'existence de ces projets-là, soient des compétences qui conçoivent des modèles d'affaires adaptables dans le temps. Ça, c'est extrêmement important. Il faut que dans la manière dont on construise les modèles d'affaires de ces projets-là, on puisse avoir des espaces de liberté dans le modèle d'affaires pour régulièrement adapter le projet à l'évolution, par exemple, des pratiques culturelles, du climat, des résultats de recherche que l'on aura, puisqu'on est engagé sur 20, 25 ou 30 ans. Ça paraît tout bête de dire ça, mais pour tous ceux qui ont déjà clôturé financièrement des projets, qui ont déjà clôturé juridiquement des projets, cette conception du projet avec un espace de liberté pour le rendre adaptable régulièrement est quelque chose qui est une innovation en soi. Ça, c'est un deuxième point qui est extrêmement, extrêmement important. Le troisième point qui est important, et on reviendra juste après, c'est toutes les questions de partage de la valeur. Évidemment, ces questions-là, elles sont essentielles. Elles sont essentielles, elles doivent être adaptées à ce qu'est un projet agrivoltaïsme. On l'a bien vu dans la discussion, un projet d'agrivoltaïsme, c'est un projet qui combine une approche de diversification des sources de revenus du monde agricole, une approche d'adaptation au changement climatique et une approche d'atténuation au changement climatique. L'innovation de l'agrivoltaïsme et la manière dont le législateur a construit ça en France fait que le projet se positionne autour de ces trois dimensions-là. Et la manière dont on construit le partage de la valeur, il doit s'intégrer à cette spécificité-là. Donc, avec ces trois conditions, on a des chances que ça se passe pas trop mal. Christian Duprin, au regard des travaux que vous avez menés, vous avez un peu commencé à nous répondre. Pour vous, c'est quoi le bon projet ? Alors, vous m'entendez ? Oui. C'est un projet où l'agriculteur est heureux. Et ça veut dire que les cultures sont heureuses. C'est important le bonheur, vous avez C'est très important parce que s'il y a la moindre tentation d'aller faire autre chose, ça ne fonctionnera pas. Donc il faut qu'on propose aux agriculteurs des choses acceptables, faisables, et qu'on ne leur demande pas l'impossible, comme je le disais tout à l'heure. Donc pour moi, aujourd'hui, avec les connaissances que nous avons, sur la majorité des cultures, il faut des projets où les énergéticiens renoncent à avoir des installations avec des taux de couverture comparables à ceux des projets au sol. Ça leur pose un problème, c'est évident, ça leur pose un problème de business model, de rentabilité. Et je crois que de ce point de vue-là, donc en gros, je vais être précis, pour nous aujourd'hui, compte tenu de nos résultats, il ne faudrait pas dépasser 20% de taux de couverture, c'est-à-dire de 2000 m² de panneaux par hectare. Bien. Beaucoup d'énergéticiens nous disent que ce n'est pas possible. On n'est pas capable d'avoir des systèmes qui fonctionnent d'un point de vue financier avec ces taux de couverture. Mais certains disent que c'est possible. Donc, je crois qu'il va falloir laisser le temps au temps, que chacun puisse se faire des idées, améliorer ses systèmes. Et souvent, quand je discute avec les énergéticiens, je me rends compte que finalement, ce sont les structuristes qui ont probablement la clé, c'est-à-dire les gens qui font les structures, qui soutiennent les panneaux dans les champs. Parce qu'en fait, c'est ça qui fait le surcoût de l'installation par rapport à une installation au sol. Et si vous trouvez des systèmes de structure qui sont moins coûteux, qui admettent des taux de couverture plus faibles, alors vous allez avoir un avantage comparatif très fort. En agrivoltaïsme, ce n'est pas la surface qui est limitante. On a 30 millions d'hectares en France. On n'en a besoin que de 100 000 pour faire les 50 gigawatts dont on parlait tout à l'heure. Donc, autant faire 20% de taux de couverture sur 100 000 hectares que 50% de taux de couverture sur la moitié. C'est toujours possible de dimensionner le projet sur un peu plus grand en respectant les cultures. Le problème pour les énergéticiens, c'est de trouver la solution qui financièrement fonctionne. Eh ben, on va en discuter avec Cécile Magherini, mais peut-être avant, j'ai vu que Michel Joria réagissait à ce que vous disiez. Ces 20% de couverture, là, c'est un sujet, c'est un débat chez les développeurs, chez France Agrivoltaïsme. Pour faire simple, on n'est pas dans du business as usual. C'est très clair, ça a été dit. Si on laisse j'allais presque dire la profession filer toute seule dans ce qu'elle sait faire, effectivement, c'est pas vers ça qu'on va. Et donc, ça demande à chacun de se réinterroger sur ses structures de coûts, comment ils travaillent, etc. Dans les postes de coûts qui sont essentiels dans un projet agrivoltaïsme, il y a quand même deux choses qui sont importantes. Il y a effectivement les structures.
alors qui sont des postes de coût tout en quand même gardant à l'esprit que sur ces projets-là et d'une manière générale sur les projets d'énergie renouvelable, plus on fabriquera des choses en France et le cas échéant en Europe, mieux on se portera en matière d'acceptabilité. Donc là aussi, il faut trouver cet équilibre. Comment, en acceptant effectivement des infras qui coûtent un peu plus cher, on arrive à trouver un bon équilibre. Et il y a le sujet du raccordement, qui est aussi un poste de coût important et qui peut être structurellement un sujet d'inégalité dans le monde agricole parce que tout le monde n'est pas à la même distance d'un poste source. Donc ça, c'est deux choses sur lesquelles on pense que dans le temps, il y a moyen d'aller chercher un petit peu d'optimisation et c'est en partie par ça que ça passera. Oui, parce qu'il y a des projets qui peuvent prendre 5 ans, 7 ans, le temps d'être accordés. Vous vouliez réagir peut-être, Olivier Auger? Non, je rejoins ce qui a été dit. Je pense qu'il faut bien, alors là je vais prendre ma casquette plutôt représentant agricole sur toutes les discussions PPE, NR et compagnie. Il faut évidemment chercher à produire moins cher, à avoir les systèmes qui c'est pour ça que je parlais de l'évolution aussi des panneaux pour produire plus d'énergie à la même surface de panneaux et ainsi de suite. Parce que derrière, ce qui aujourd'hui retient ou pousse, c'est justement le coût de sortie de l'électricité par rapport au mix énergétique de demain. Et il faut être clair que ça, c'est une question qui compte parce que derrière, il y a les besoins de l'économie par rapport à une énergie maîtrisée, les besoins du citoyen qui ne comprend pas pourquoi l'électricité monte. Donc il y a aussi si demain on dit que l'énergie venant de l'agrivoltaïsme est plus chère que le reste des énergies et que c'est pour ça que la facture augmente, alors c'est pas pour ça, mais ça va vite. Hein. Ça va vite et les gens diront, bah oui, mais à quoi ça sert? On finance les agriculteurs, on finance des groupes financiers qui font ça et finalement, nous, ça nous coûte plus cher. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il y a cet équilibre. Donc moi, j'espère beaucoup à l'innovation, j'espère beaucoup aussi au travail agronomique, à la réduction des coûts pour arriver justement à baisser. Parce que, juste une petite incartade, mais vous disiez agriculteur heureux, c'est bien. C'est vrai que l'agriculteur est heureux quand il voit que ses champs sont beaux et qu'il a du rendement et tout ça. Le problème aujourd'hui, c'est que les agriculteurs que vous avez dans la rue, c'est pas des mauvais agriculteurs en termes de rendement, quel que soit le système. C'est des agriculteurs qui ne vivent pas de leur vie parce que leurs coûts de production sont supérieurs aux coûts des marchés aujourd'hui. Donc il y a aussi ce côté, et c'est pour ça que je parlais du lien entre la production agricole et le projet pour aller vers éventuellement des productions agricoles à plus de valeur ajoutée, pour aller jusqu'au revenu, et on parlera du partage de valeur, c'est aussi un élément important, mais parce que c'est ça que l'agriculteur, si on arrive à sortir du revenu, évidemment il va continuer le projet, parce qu'aujourd'hui dans ses productions actuelles, il a un mal fou à sortir du revenu. Donc voilà, je voulais juste faire ces deux petites remarques. Cécile Magherini, on va voir donc maintenant avec vous très concrètement, avec votre retour d'expérience, quels sont les bons modèles, mais peut-être vous voulez réagir à ce petit débat qu'on vient d'avoir. Il est très intéressant. Je dirais que nous, la meilleure solution qu'on a trouvée et qui utilise des technologies existantes et éprouvées dans le solaire, c'est des trackers surélevés, donc avec un taux de couverture de l'ordre de 40%, assez haut. Donc ça permet un rayonnement homogène sur la parcelle. Ça permet aussi de se protéger des aléas climatiques parce que le danger quand même d'aller vers le 20%, c'est que quand on s'espace trop, on ne se protège plus contre les épisodes de gel et de canicule. Mais la contrepartie, si on se densifie à 40%, c'est que les panneaux, il faut les incliner. Il faut les piloter avec une priorité agronomique et donc par rapport à une conduite de tracking solaire, il faut accepter de perdre de la production électrique. Donc sur la vigne, c'est à peu près 20% de production qu'il faut accepter de donner à la plante. Donc j'aurais tendance à dire le vrai partage de la valeur, c'est le partage de la lumière. Donc ça, c'est très important. Il y a une question donc, de couverture et il y a une question de hauteur. Si on veut pouvoir transmettre à la culture suffisamment de rayonnement, il faut accepter de monter. Donc après, sur la structure, c'est quoi les sujets? Est-ce que c'est de l'acier? Est-ce que c'est de l'acier réemploi? Est-ce que c'est du bois? Finalement, c'est ça les sujets aujourd'hui pour finalement innover. Voilà, moi depuis que je suis chez Sonagri, on a décidé d'internaliser de la compétence sur la structure parce qu'effectivement, la bonne recette, c'est de mixer du soft, du pilotage agronomique et du hard. On ne peut pas piloter n'importe quoi, n'importe quel type de structure. Si on veut être agile, si on veut s'adapter aux rotations, si on veut être performant économiquement, on est obligé. Nous, on estime aujourd'hui que pour que notre solution, on puisse proposer quelque chose de vraiment concret, il faut
proposer un combo entre le soft et le hard, et donc et internaliser les compétences, parce qu'aujourd'hui en agrivoltaïsme sur ce type de structure, il n'y a pas encore suffisamment de volume sur le marché pour que les structuristes et les fournisseurs de trackers proposent quelque chose. Donc soit on travaille avec des charpentiers qui ont l'habitude de travailler en hauteur et on leur dit comment faire avec les trackers solaires, soit on bosse avec des gens qui fournissent des trackers solaires, mais ils n'ont pas l'habitude de travailler en hauteur. C'est ça le sujet industriel de l'agrivoltaïsme aujourd'hui. Donc on ne peut pas travailler effectivement sans s'intéresser de très très près à la structure et sans quand même accepter de se dire quels vont être à peu près les volumes. Parce que pour négocier les prix, il faut quand même un petit peu de volume. Et c'est là où l'équation elle est difficile. C'est qu'effectivement, il faut avoir une logique de planification, il faut avoir le courage de planifier, il faut avoir le courage de se dire de quel volume on parle pour qu'une vraie filière industrielle se crée. Et après, le modèle, finalement, à partir de là, moi j'ai aussi beaucoup de questions sur l'exploitation. Il faut penser une exploitation différente d'un tracker solaire classique. Il y a un exploitant agricole en dessous. Et donc, voilà, ça joue. Il y a des traitements phytosanitaires qui sont pratiqués, il y a de l'épandage de lisier. Ça impacte la maintenance. C'est des pièces qui tournent, ça coûte un petit peu plus cher. Et au-delà de l'investissement, au-delà de la structure, il y a aussi la question de l'exploitation qui rentre en ligne de jeu et sur laquelle, en tout cas chez Sonagri, on réfléchit aussi beaucoup pour que ce soit pertinent, efficace économiquement et qu'on puisse proposer une électricité au même prix qu'une toiture. Et donc aujourd'hui, c'est pour ça que c'est compliqué de proposer des panneaux semi-transparents. Parce que finalement, le poids, le prix, comparé à l'acier qu'il faut mettre pour les supporter, fait qu'on n'arrive pas à cet objectif de se mettre à la toiture solaire. Alors qu'un tracker surélevé, avec des panneaux bifaciaux, bien pilotés, ça permet d'être compétitif. Voilà. Et après, je dirais que je rejoins aussi les débats. Il n'y a pas de solution universelle sur l'agrivoltaïsme. Il y a des cultures, tous nos essais, toutes nos qualifications montrent que, par exemple, ça marche bien sur les cerises, mais pas toutes les variétés. Ça marche très très bien sur le chardonnay, très bien sur le grenache. Donc en fait, il n'y a pas de loi universelle. Donc il faut continuer à produire des résultats, à être transparent sur les résultats. Et il y a une dimension de conseil agronomique qui est vraiment très présente. Et c'est ça qui fait le bon modèle. Mais on n'en est quand même plus... Enfin, moi, je ne voudrais pas qu'on retienne le fait qu'on en est encore sur un truc innovant sur lequel on est encore en train de tester. On connaît, on sait ce qui marche. On peut faire des recherches à côté, mais ce qui marche, on le sait quand même. On a des résultats. Sonagri produit des mémos chaque année. On est contrôlé quand même dans la production de nos résultats. Les chambres d'agriculture travaillent énormément avec nous sur les suivis agronomiques. Et on est capable de dire ce qui marche. Et tout l'enjeu dans la loi aussi, ça va être ce fameux observatoire de l'agrivoltaïsme et cette production de données sur c'est quoi les technologies éprouvées, qu'est-ce qui marche, sur quel type de culture. Et sans ça aussi, ça va être difficile de se développer de façon durable. Merci, j'ai vu que Christian Duprat et Michel Jaurès étaient saisis du micro. Vous voulez rebondir ou on enchaîne comme vous le souhaitez? Juste deux choses. Chez nos adhérents qui sont engagés sur ces sujets-là, on a deux transformations organisationnelles qui sont en cours, j'allais presque dire RH, qui sont en cours, et c'est assez intéressant à voir. Il y en a une qui est la composition d'équipes d'agronomes. Donc, chez des énergéticiens historiques, ce n'était pas forcément si évident. Hein. Donc, on a plusieurs adhérents qui commencent à constituer des équipes 5, 8, 10, 12 agronomes. Et on voit que finalement, c'est l'illustration de ce qu'est un projet agrivoltaïsme par rapport à un projet énergétique, j'allais presque dire pur. Ça, c'est une première tendance. Et on a une deuxième tendance, alors qui est moins forte, mais on le sent aussi chez quelques adhérents, c'est effectivement l'intégration de l'ingénierie sur les structures, les supports, les trackers, les supports, etc. Et là, on sent que beaucoup d'acteurs sont en train de prendre ce chemin en disant finalement il faut qu'on investisse effectivement ce champ-là, parce que la manière dont on les conçoit, la manière dont on les pilote
vont être très spécifiques par rapport à ce qu'on peut trouver par exemple sur des trackers classiques, sur des projets dans d'autres pays du monde, dans des zones désertiques, etc., sur lesquels il n'y a pas de culture en dessous. C'est pas le même besoin, c'est pas la même approche, c'est pas la même conception, c'est pas le même pilotage. Et ça, c'est une deuxième tendance aussi qu'on voit et qui, je pense, il illustre bien ce qu'on vient de dire là. Oui, dans les aspects d'acceptabilité, il y a aussi le look de la centrale. Et moi, je voudrais évoquer un cas qui nous a perturbés ici à Montpellier. On avait un projet validé par la CRE sur une commune de la métropole de Montpellier qui a été refusé pour des raisons purement esthétiques par les élus, parce que ça ressemblait à une forêt de pylônes en acier. C'est ce qu'on m'a dit, enfin c'est comme ça que ça s'est été ressenti. Et notre prototype, le tout premier qui a été installé à Montpellier, donc avec la collaboration de Sonagri dans les années 2010, il avait une structure en bois. Et cette structure en bois, elle faisait l'unanimité chez les visiteurs. Aujourd'hui, le bois n'est toujours pas compétitif compte tenu des contraintes. Moi, je mets un grand espoir dans l'allègement des panneaux. Aujourd'hui, les panneaux sont lourds. Et il y a des travaux pour les rendre 2 fois moins lourds. Des panneaux 2 fois moins lourds nécessitent des structures nettement moins solides. Et ça, c'est très important pour l'agrivoltaïsme. Voilà, c'est un aspect. Il y a un autre petit aspect qui n'a pas été évoqué, qui est un peu compliqué, c'est que la loi française dit que l'installation ne doit prendre que 10% au sol, c'est-à-dire que 90% de la surface doit être cultivée ou pâturée ou exploitée. Eh bien, on se rend compte dans l'instruction de plusieurs centaines de projets en cours, notamment en Occitanie, mais dans le sud de la France, que pratiquement aucun projet n'arrive à respecter ces 10%. C'est donc compliqué. Ce n'est pas si simple de faire des projets qui laissent 90% du sol à l'agriculture. Juste, non mais c'est vrai. Et le chiffre, il avait été pris par les parlementaires parce que c'est le chiffre qui est en Allemagne notamment. Mais qu'est-ce qui se passe? On est en France. Eh ben, vous avez un pourcentage qui est demandé pour les pompiers. C'est-à-dire que tous les SDIS de France demandent des bandes spéciales pompiers, mais en plus, donc en fait, chacun demande un peu son truc par rapport à la sécurité et tout ça. Et malheureusement, déjà, c'est compliqué de mettre tout sous 10%, même si en serrant, ça peut peut-être marcher. Mais en plus, on rajoute des obligations réglementaires pour un risque très faible ou peut-être qu'on pourrait le faire différemment. Non, il faut des chemins spéciaux pompiers, ainsi de suite, qui passent au milieu des parcelles. Du coup, on arrive à des... Voilà, il y a aussi une question de pragmatisme de la part, je pense, de l'administration, ou en tout cas de l'adapter, parce qu'il faut aussi de l'acceptabilité, c'est une évidence, mais de pragmatisme, parce que si chacun veut rajouter un peu ses petits morceaux de parcelles pour... on n'aura plus de parcelles agricoles, on va plus avoir que... Donc, voilà, mais c'est une nouvelle filière, c'est une filière qui a besoin de s'adapter, de croître, dont on doit apprendre, mais il ne faut pas le faire, encore une fois, au détriment du développement de la filière, sinon on n'y arrivera jamais. Une dernière question, on parlait du partage de la valeur. Cécile Magherini, vous avez parlé des beaux résultats sur la vigne, sur l'arboriculture. Quid de la grande culture? Vous y travaillez? Alors, on a fait nos premiers essais cette année sur maïs. On a nos idées sur les rotations de culture qui marchent aujourd'hui et dans quelle région. Donc, si Sonagri a commencé sur les cultures pérennes et sur le maraîchage avec des beaux résultats aussi, notamment sur aubergines, aujourd'hui, on va dire notre patte que je décrivais, qui est le pilotage, elle est déployée, elle est possible sur grande culture et sur l'élevage. Donc effectivement, nous, on a élargi notre savoir-faire, nos connaissances des structures, notre connaissance du rayonnement, notre modélisation du rayonnement sur les parcelles pour l'étendre aux grandes cultures et pour l'étendre à l'élevage. Donc oui, effectivement, c'est pas réservé à une élite d'arboriculteurs ou de viticulteurs ou aux cultures pérennes. Donc il y a une offre qui est disponible là-dessus. Et donc finalement, pour revenir aussi à ce qu'on s'est dit, il y a une structure culture pérenne, il y a une structure métallique, tracker, grande culture, et on a une structure élevage, et à chaque fois des programmes de pilotage en fonction des objectifs que se fixe l'agriculteur. Et après, sur chacun de ces projets, compatibilité avec le machinisme agricole, ça va quand même être ça le gros sujet sur les pertes de densité, je pense.
C'est de se poser des questions sur quand on met une structure sur vigne, si on veut faire passer la vendangeuse, à l'endroit où il y a les poteaux, la vendangeuse elle va pas passer. Donc de fait, il y a quand même une rangée qui est perdue et c'est quand même ça le sujet. Et sur la grande culture, ça va être pareil. À l'endroit où il y a les poteaux, c'est pareil. On va pas réussir non plus à traiter à cet endroit-là. Donc voilà, le sujet de la densité. On ne va pas se chercher d'excuses, c'est déjà finalement le fait qu'on met une structure au milieu d'un champ et qu'il faut que ce soit compatible avec l'activité agricole. Et ça, il faut vraiment bien réfléchir son projet. Ça fait partie aussi du lancement de ces offres. Merci. Alors, on va parler maintenant du partage de la valeur et ensuite, on va vous inviter à réagir parce qu'on imagine, comme vous êtes très nombreux, qu'il y aura beaucoup de questions. Donc, il faut qu'on se donne du temps pour vous. Michel Joria, on a compris, en vous entendant, mais dès le départ, accentuer le point sur le partage de la valeur. C'est vraiment la clé si on veut avancer sur l'agrivoltaïsme. Entre autres, hein, on a vu qu'il y a plusieurs clés. Si on revient 2 ans en arrière, 2 ans et demi, la fabrique du consensus, on va dire, autour de la construction de la loi de l'accélération des énergies renouvelables, elle s'est faite autour de 3 axes. Planifier, accélérer, redistribuer. Grosso modo, c'était les 3 axes. Planifier, redistribuer, accélérer. Planifier, on le disait au tout début, on est en cours. PPE, zone d'accélération, régionalisation de la PPE. Ça met plus de temps que prévu, mais on est en cours. Accélérer, on n'y est pas encore. Je crois que ça a été rappelé assez clairement hier, notamment par 2 grands énergéticiens français au colloque de l'Union française de l'électricité. Et partage de la valeur, c'est en construction. Okay, ça veut dire que sur ces 3 sujets-là, qui sont ce que les parlementaires ont construit, les parlementaires sont le reflet de la fabrique du consensus politique, on est en chemin. Donc, sur la redistribution, le partage de la valeur, donc il y a l'article 93 de la loi d'accélération des énergies renouvelables qui disait chaque projet doit contribuer à hauteur de 17 000 €, si je ne me trompe pas, du mégawatt pour financer les projets de transition énergétique sur les territoires d'implantation. L'article 93 a fait l'objet de décrets d'application qui aujourd'hui ne sont pas pris, qui a priori ne sont pas tout à fait partis pour être pris. Mais sur un projet d'agrivoltaïsme, à notre sens, il y a 3 chemins, puisque c'est un projet un peu spécifique. Le premier chemin, c'est je produis l'électricité. Cette électricité, elle est utile, le cas échéant, aux gens qui sont pas très loin du projet, donc l'exploitant propriétaire dans un premier temps, et puis le cas échéant, les riverains. Donc il y a un premier chemin qui est autour de l'autoconsommation, voire de la mise en place de tarifs préférentiels pour les riverains. Donc ça, c'est un chemin, et c'est un chemin qui permet de relier, et ça c'est quelque chose qui est extrêmement important, l'émergence d'une infrastructure sur un territoire et l'utilité de son territoire, de cette infrastructure, par rapport aux gens qui en sont proches, physiquement et visuellement. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Hein. Quand on regarde l'ensemble des études d'opinion, toutes technologies confondues, il faut créer du lien entre ce qui émerge dans un endroit, une infra, et l'utilité directe de cette infra que les gens ont autour d'eux. Les personnes qui ont travaillé sur les réseaux de chaleur, par exemple, ont fait ça beaucoup mieux que les personnes qui ont travaillé historiquement sur les énergies renouvelables électriques. Donc il faut se servir des projets agrivoltaïsme pour recréer ces liens, notamment à travers de l'autoconsommation ou du tarif préférentiel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est tout ce qui tourne autour de la valeur du foncier et de la manière dont on répartit cette valeur du foncier. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui soit uniquement entre l'énergéticien et le propriétaire. Il faut réussir à ouvrir un espace de partage de la valeur entre énergéticiens, propriétaires, exploitants et le cas échéant, personnes qui sont autour. Donc c'est pas très simple, mais il faut que dans l'ingénierie de concertation et l'ingénierie juridique autour de ce qui lie ces différents acteurs-là, on arrive à avoir un partage de la valeur sur ce levier-là qui soit j'allais presque dire, bien réparti. Et la dernière chose qui est importante en matière de partage de la valeur, c'est tout ce qui va permettre de financer quelque chose qui est collectif.
ok. Donc la partie collective, soit elle se construit à l'échelle d'un département, il y a des initiatives dans plusieurs départements, avec ou pas la Banque des Territoires, la Caisse des dépôts, à travers les chambres d'agriculture, etc., qui viennent financer soit des besoins des maires ruraux, par exemple, soit des besoins d'adaptation du monde agricole. Et là, il faut vraiment créer cet espace de discussion entre les différents acteurs du territoire pour dire, au regard de ce que sont les besoins de mon territoire à un moment donné, qu'est-ce que l'émergence de ces projets viennent financer? Est-ce que c'est des choses dans les communes, des maisons médicales ou je ne sais pas quoi d'autre, ou est-ce que ce sont des démarches d'adaptation des projets agricoles pour s'adapter notamment au changement climatique? C'est autour de ces 3 leviers de partage de la valeur qu'il faut créer, qu'il faut faire ça. Évidemment, le point de départ de ça, c'est que pour partager de la valeur, il faut qu'il y ait de la valeur. Ça, c'est le premier point. Et il faut que la construction de cette valeur se fasse avec un business plan qui permet de vendre de l'électricité à un prix compétitif. Parce que de l'autre côté de la prise, il y a des consommateurs. Il faut que ces consommateurs se retrouvent aussi là-dedans. Donc là, on est sur une équation de projet qui demande effectivement des bons réglages de partout. Christian Duprat, alors à qui doit profiter ce partage de la valeur? Parce que finalement, l'agrivoltaïsme, on l'entend, ça devient un projet de territoire. Oui, tout à fait. La difficulté, c'est qu'on valorise quelque chose, la lumière du soleil, qui est quand même un peu un bien commun quelque part. Et donc, quand vous faites un projet agrivoltaïque, vous prenez ce bien commun, vous le transformez. Vous êtes agriculteur, vous faites de la production agricole, vous êtes énergéticien, vous faites de l'électricité. Il faut bien se rendre compte que si on veut faire 50 gigawatts installés d'agrivoltaïque en France, c'est en gros 100 000 hectares. 100 000 hectares, ce n'est que 1000 hectares par département. Si on fait des projets de 100 hectares, c'est que 10 projets par département. Le gâteau est très limité. Donc, il y aura peu de bénéficiaires si on fait des gros projets. Et donc, si on fait des gros projets, ce seront les gens qui sont très près des postes sources qui vont être bénéficiaires de la chose. Et il y aura donc énormément de rancœur, de jalousie ou de sentiments d'injustice dans tout le territoire national. C'est ça le vrai risque. C'est-à-dire que l'énergie solaire, elle est distribuée partout. On peut faire des projets partout, au nord de la France comme au sud. Il n'y a pas de souci, c'est rentable partout. Mais le partage entre les opérateurs est compliqué. Et c'est pour ça que limiter la taille des projets est, à mon sens, quelque chose de très important. Le législateur n'a pas voulu le faire. Aujourd'hui, ce sont les départements, les chambres d'agriculture qui donnent des recommandations à leur commission départementale pour limiter la taille des projets. Mais je pense qu'une entreprise qui se verra refuser son permis sur cette base-là ira au tribunal administratif. Parce que la loi est normalement la même partout en France et que si dans un département, on vous refuse un projet de 50 hectares alors que le département voisin l'accepte, ça pose un problème de constitutionnalité. Voilà, donc on risque d'avoir ce genre de difficultés. Il aurait été beaucoup plus courageux que la loi fixe un plafond raisonnable qui peut être différent selon les régions, selon les systèmes de production, bien entendu, mais que ça soit organisé et que ça ne soit pas comme aujourd'hui un petit peu en ordre dispersé, que les choses se font et avec des sécurités juridiques assez faibles. Olivier Dauger, quand on parle partage de la valeur, on entend évidemment partage équitable, donc équité, mais ça peut être aussi péréquation. Oui, non, tout à fait. Je vais juste rajouter un petit quelque chose à ce que vous avez dit sur le côté. C'est là où ça montre bien l'exemple de la nécessité de réfléchir justement au développement d'une production en adéquation, prioritaire de production, mais en adéquation. La vigne, si on veut faire de la valeur ajoutée aussi, pourquoi ne pas repasser en vendange normale? Je le dis parce que moi je suis proche du Champagne, j'ai pas de Champagne malheureusement, mais je suis proche du Champagne. Ils refusent aujourd'hui les machines par principe en disant, et c'est pareil, je repensais à l'entretien. Moi je me rappelle dans le vignoble champenois quand on a dit qu'il fallait mettre de l'herbe entre les vignes, c'était oh là là, mais comment on va faire, ça va être compliqué et tout. Ça marche très bien parce qu'on arrive à passer des machines, voire certains mettent des moutons, tout ça pour entretenir. Ce que je veux dire, c'est que l'adéquation, et en général, ça se revend en termes marketing et en termes de marché, en disant, regardez, en plus, on est revenu à des systèmes peut-être plus humains, et voilà, c'était juste une petite incarnation. Je ne dis pas qu'il faut faire ça partout, mais il faut aussi revoir le projet alimentaire en fonction des contraintes physiques, je dirais, du projet. Voilà, c'était juste une petite... Oui, le partage, c'est un élément... c'est un élément essentiel. Déjà, je voudrais quand même rappeler, ça a été dit là, 100 000 hectares sur 29 millions,
C'est sûrement pas l'agrivoltaïsme qui va sauver l'agriculture, parce que certains disent ça y est, on va sauver l'agriculture par les ENR. Non, non. Par contre, dans les projets, et là je suis complètement d'accord, il faut impérativement faire en sorte que le faible nombre de projets bénéficient véritablement à l'agriculture et au plus grand nombre. La problématique, et ça a été dit aussi, c'est que plus vous faites de la redistribution, plus finalement c'est Bercy qui paye. Moi, quand je rencontre Bercy, à chaque fois, ils me disent vous êtes bien gentil avec votre partage de la valeur, mais sachez que chaque fois que vous remettez une couche, ça va être dans les appels d'offres, ça va être mis par les... Voilà, et finalement, c'est l'État qui paye. La règle européenne, on ne finance que l'énergie. Un tarif énergétique ne finance que l'énergie. Elle ne finance pas les externalités positives, la nécessité du développement du territoire et tout ça. Donc il faut bien l'avoir en tête. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être exigeant. Ça veut dire qu'il faut se dire que c'est pas... Et puis un projet agrivoltaïque, c'est pas un projet photovoltaïque en termes de rentabilité. On a vu dans la campagne des propositions de location de terre à 5 000, 10 000 euros de l'hectare. On s'est dit, ça y est, c'est la panacée. On va, moi, quand les agriculteurs me disent, Olivier, on me propose des projets à 7 000, 8 000 euros, je dis, ça, c'est sûrement pas un projet agrivoltaïque. Maintenant, voilà, mais c'est sûrement pas un projet. Donc, on a fait rêver les gens en disant, même les politiques, en disant, oh là là, ça gagne beaucoup. De toute façon, les énergéticiens, ils ont plein d'argent. Donc, on va pouvoir leur demander. Donc, ça, c'est la première chose. Je pense qu'il faut bien l'avoir en tête. La deuxième chose, et je suis le partage, évidemment, nous, ce qu'on demande, c'est une transparence réelle de ce qui peut être partagé. C'est important, la transparence, parce que sinon, on ne sait pas où on va. Soit on demande trop, soit on ne demande pas assez, ou soit on ne trouve pas l'équilibre. Le lien entre propriétaire et fermier, c'est évident. Celui qui va faire le travail, c'est le fermier, il ne faut pas l'oublier. Et trouver l'équilibre, est-ce que c'est 50-50, 40, quoi, ça dépend un peu des cas, mais il faut véritablement un équilibre, parce que celui qui va faire le travail, et surtout, il ne faut pas que ce développement de l'agrivoltaïsme devienne une rente pour les propriétaires. Aujourd'hui, un fermage, c'est 150 euros de l'hectare. Donc, si vous proposez à un fermier 3 000 euros de l'hectare, il ne va pas hésiter une seconde. Donc, il faut bien faire comprendre qu'on est sur un projet agricole porté par son fermier, qui en reçoit, du coup, peut-être 250, il va peut-être passer à 1500, c'est déjà pas mal. C'est x10 sur une affaire, c'est quand même déjà bien. Donc, voilà, il faut véritablement avoir ce lien. Et puis le lien avec le territoire, moi, je le défends aussi, parce que je pense que peut-être voir avec le décret, justement, Agnès Pannier-Runacher voulait sortir l'agrivoltaïsme du décret, qui lui n'est jamais sorti, mais pour justement aller vers des projets. Moi, je parle beaucoup de projets territoriaux agricoles, parce qu'on a beaucoup sur le terrain besoin, et notamment liés aux EGA, quoi, la consommation locale, la consommation des lycées, des EHPAD, des collèges. On a beaucoup besoin de créer des filières locales pour les collectivités. Et on pourrait très bien créer des filières, que cet argent accompagne le développement, parce que ça accompagne les agriculteurs dans le développement de nouvelles filières, et ça donne des solutions aux élus. Donc voilà, des choses, soyons pragmatiques, soyons intelligents. L'argent, il est là. Il y a les maires qui me disent j'en ai besoin pour faire l'école. Il y a les agriculteurs qui me disent on en a besoin pour faire. Non, pourquoi pas faire les projets qu'on a en commun? Voilà, c'est ce genre de. Et là, en termes d'acceptabilité, si vous dites aux gens que leurs enfants ils sont nourris par l'installation de maraîchage et autres, qui sont dus. Et d'ailleurs, je dis aussi aux maires qui ont des terres qui pourraient devenir des zones agrivoltaïques, mais pourquoi vous installez pas des maraîchers sur des projets? Vous produisez l'électricité pour votre commune, vous produisez l'alimentation pour vos enfants, éventuellement vous la faites en bio, tout ça, quoi. Voilà, vous voyez avec l'agriculteur économiquement ce qu'il est possible de faire. Et là, on a véritablement quelque chose d'intéressant. On va donner la parole à Sylvie Guérini pour finir le tour de table sur le partage de la valeur, et ensuite on va vous donner la parole. Je suis désolé, je sais que vous aimeriez rentrer dans cet échange qui est passionnant. Cécile. Alors c'est vrai que je pense que le cœur du sujet, c'est la transparence sur la valeur créée et sur les business plans des projets. Et le meilleur moyen d'être transparent, c'est de faire rentrer et les territoires et finalement le monde agricole dans l'investissement dans les projets pour leur permettre d'avoir les dividendes associés. Donc créer une société. Voilà, moi commune. c'est le plus vertueux c'est ça. Et donc aujourd'hui, pour l'investissement des territoires, par exemple ici, finalement nous, l'AREC Occitanie est investisseur dans l'intégralité de nos projets, est très présent, et je pense que c'est une façon de redistribuer. Après, comment permettre finalement aux propriétaires, aux exploitants d'investir dans les projets? L'idée est belle, la pratique n'est pas si simple, puisque en fait on est dedans.
quand on est en crise, quand on a des sujets de trésorerie, quand il faut apporter les fonds propres qui sont nécessaires sur ces projets, donc surtout si on parle d'une dizaine de mégawatts, c'est pas simple. Donc pour moi, le cœur du sujet, c'est comment permettre finalement de rentrer dans le capital au cours à des conditions, on va dire, intéressantes. Et finalement, le vrai partage de la valeur, c'est d'être transparent là-dessus. Et puis, moi, j'ai aussi envie de mettre un petit bonus en partage de la valeur sur des projets qui sont associés à de la transmission. En préparant, je vous le disais, moi, ce que je vois beaucoup de lycées agricoles nous contacter pour avoir des dispositifs agrivoltaïques sur leurs exploitations. Nous, on en a déjà 3 qui tournent, à Carpentras, à Dardy, à Nîmes. Et donc, il y a quand même, le sujet de la transmission, il est présent. Et pouvoir quelque part donner un bonus sur des projets qui favorisent la transmission, qui pérennisent l'exploitation, ça me tient à cœur. Merci beaucoup. Alors, on va vous inviter à réagir. Alors, comme en classe à l'époque, on lève la main et on va vous apporter un micro. Alors là, on a fait simple, c'est au milieu, c'est toujours compliqué pour apporter le micro au milieu, mais on va le faire bien évidemment, monsieur. Et on va vous inviter à vous présenter. Le monsieur est ici, levez bien la main pour qu'on vous voit, monsieur. Voilà, on vous apporte le micro et je vous invite à vous présenter. Vous vous levez, c'est encore mieux. Bonjour. Oui, bonjour, vous m'entendez? Très bien. Ouais. Alors, une question, j'ai une double casquette, je suis à la fois arboriculteur et développeur énergéticien de projets PV, agri-PV. Autant je suis convaincu qu'on arrivera à développer de nombreux projets agri-PV vertueux qui ont un vrai bénéfice pour l'exploitant. Autant j'ai un doute qu'on arrive aux 45 gigawatts d'objectifs d'ici 2050 avec des projets qui soient à la fois vertueux et qui respectent un cadre réglementaire et extra-réglementaire. Vous parliez tout à l'heure des SDIS qui mettent dans certains départements des contraintes. Mais on pense aussi aux exemples de zones humides. Il y a quand même beaucoup de terrains agricoles qui sont en zone humide et il y a un vrai sujet. Donc je me demandais, dans la loi APER, il y avait une porte qui était ouverte sur l'agri-compatible. Mais bon, on sait que les documents cadres... Il y a en France, je crois, à peu près 800 000 hectares de terres agricoles qui sont exploités en grande partie pour des biocarburants, dont on sait que le rendement est assez faible. Est-ce que ce n'est pas une porte qu'on devrait encore étudier aujourd'hui? Je sais que c'est un sujet qui peut prêter à sourire, mais même quelques dizaines de milliers d'hectares de surface utilisés pour les biocarburants, si on les reprenait, parce que finalement ce n'est pas un usage alimentaire, c'est un usage énergétique, si on les reprenait pour faire du PV, mais même du PV au sol, est-ce qu'on ne résoudrait pas une grosse partie de l'équation, y compris économique, dont on a beaucoup parlé aussi aujourd'hui? Merci. Merci. Alors, on va demander une réponse brève pour pouvoir faire tourner les questions. Christian? Oui, alors c'est assez simple, le calcul est simple. On a aujourd'hui en France, la surface exacte est difficile à connaître vraiment, environ 1 million d'hectares de cultures dédiées aux agrocarburants, qu'on appelle les biocarburants, mais ce sont des agrocarburants. Pour produire la même énergie en agrivoltaïsme, il suffit de 20 000 hectares. Donc si vous convertissez les voitures thermiques en voitures électriques et que vous les alimentez avec de l'électricité injectée sur les réseaux par des centrales agrivoltaïques, vous gagnez 980 000 hectares pour la production alimentaire. C'est énorme. Ça ne veut pas dire qu'on va arrêter les agrocarburants. Ils ont leurs fonctions, ils ont leurs usages. Mais pour la voiture légère, pour notre voiture quotidienne, ce n'est pas leur avenir du tout. Leur efficacité est catastrophique. Avec 1 hectare de terre agricole en France, on fait rouler une voiture 20 000 km. Avec 1 hectare de PV au sol, on va dire, on fait rouler une voiture 3 millions de kilomètres. Donc ça n'a strictement rien à voir et vous avez parfaitement raison, ces deux filières ne sont pas sur les mêmes créneaux. Voilà. Juste, ouais, non, mais je suis d'accord. C'est juste un problème de décalage dans le temps. Aujourd'hui, on a besoin de cette première génération et vous remarquerez d'ailleurs dans le Mercosur qui vient d'être signé, c'est surtout un Mercosur agrocarburant. Parce qu'ils vont nous envahir de biocarburants issus de soja, OGM et compagnie. Aujourd'hui, on en a besoin, même dans la PPE, même aujourd'hui, les gens, dans la première génération, pour arriver aux premiers objectifs, on en a besoin. Après, il va falloir, si on électrifie beaucoup, il y en aura moins besoin, et ainsi de suite. Donc, il faut pas. Et puis, les 100 000 hectares sur les 29 millions, sur des projets. Moi, je ne suis pas très inquiet d'ici 2050.
Pour moi, c'est quoi 1000 hectares par département, c'est sur des projets, allez, 10 hectares de moyenne, 12, c'est long, 25 ans, on n'est pas en 2000, voilà. Et puis sans doute qu'en 2050, enfin sans doute, il est probable qu'il n'y ait plus besoin de biocarburants.